Alors, bonjour à toutes et à tous, mes chers amis de la FIACAT et de toutes les ACAT. Bien que vous me connaissiez tous, je me permets de me présenter. Je suis Émilie Chalot, comme l'a dit Corentin, président de l'ACAT Espagne-Catalogne. Voici le programme de ce café ACAT. Nous sommes 5 intervenants. D'abord, le premier point, c'est idée générale sur notre ACAT. La rapporteuse est Montserrat Martinez, notre secrétaire. Le deuxième point, c'est une tâche que nous faisons de soutien à un prisonnier incarcéré en isolement dans une prison très éloignée de la Catalogne, qui s'appelle Murciados. Le rapporteur, c'est Oriol Llovet, notre trésorier. Ensuite, expliquer un peu comment nous avons fait pour avoir notre site web et les magazines trimestriels. Les rapporteurs vont être Ignasi Llorens et moi-même. Et ensuite, pour la fin de cet exposé, action en Amérique latine menée par notre ACAT. On va exposer 3 exemples. Rapporteuse Montse Fenosa. Voilà, ça c'est le plan général. Je vais passer maintenant la parole à Montserrat Martinez qui va vous exposer le premier point de notre programme. À toi, Montserrat. Merci. Bonjour à tous. Maintenant, pendant que je vous parle, nous allons vous présenter un PowerPoint complémentaire que nous avons préparé. La CAT est une organisation non gouvernementale écuménique. Intégrée dans la FIACAT, Fédération internationale avec une trentaine d'ACAT, la CAT dit non à la torture, non au traitement cruel et inhumain, et non à la peine de mort. On peut passer. J'ai écrit plus de choses dans le PowerPoint que ce que je vais vous dire. Notre ACAT est née il y a 36 ans, c'est-à-dire en 1987. C'est une délégation d'ACAT France conduite par une dame hollandaise, Antonie van As-Ariony, déléguée des relations internationales au bureau de l'ACAT France, qui, en octobre 1982, visite le monastère des Sœurs bénédictines à Barcelone et réussit à les convaincre. Les sœurs ont rejoint l'ACAT France. Puis, ont formé en 1987 les groupes, tu peux passer, les groupes ACAT Espagne-Catalogne. Le nombre d'adhérents de notre ACAT Espagne-Catalogne est, à l'heure actuelle, d'environ 130, dont 90% en Catalogne. Il y a une vingtaine d'années, nous étions de 140, toujours une grande majorité de Catalans ou catalanophones. Par exemple, à Valencia, il y avait une quinzaine d'adhérents. Tant notre magazine trimestriel que notre page web sont élaborés en 2 langues, catalan et castillan ou espagnol. Ce bilinguisme exige de nous un double effort. Les 2 raisons exposées justifient donc notre dénomination Espagne-Catalogne. Nous avons le siège au monastère. Fidèle à nos origines, une sœur bénédictine fait partie de notre équipe de direction, composée par 7 membres. Actuellement, cette sœur est Maria Teresa Botei. Et comment elle prend soin du sanctuaire des Puig Graciós avec une autre sœur, le conseil de direction s'y réunit une fois par mois en vue d'analyser les activités de notre ACAT, comme par exemple
la divulgation, les activités se rapportant en Amérique latine, le soutien à notre prisonnier en isolement, le contenu de notre magazine et l'élaboration de notre page web, entre autres sujets. Tu peux passer. La source d'inspiration des actions menées par la CAT est d'abord biblique, et aussi des textes juridiques. Vous avez les détails dans l'écran. Tu peux passer. Montserrat. Émilie, je crois que Montserrat a disparu parce qu'elle a été déconnectée. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre sur ce point? Peut-être qu'elle va pouvoir se reconnecter, mais en attendant qu'elle nous rejoigne. Oui, je peux continuer. Justement, bon, notre bureau ou équipe de direction se réunit tous les mois, on l'a déjà dit ça, et on parle de tous les points des activités se rapportant à l'Amérique latine, le soutien à notre prisonnier, les contenus de notre magazine et l'élaboration de notre page web, entre autres sujets. Justement, notre Assemblée générale 2023 vient d'être tenue à Barcelone le 25 mars passé et a examiné une série de sujets concernant les activités de notre ACAT, en approuvant tous les comptes et le budget élaborés par notre trésorier Auriol. Tout à fait disparu. Oui, tu continues, Montserrat? Pardon? Maintenant, je les vois. Maintenant, je les vois. Merci. Les objectifs sont interdépendants. Sensibiliser les civils en général, les chrétiens et les églises en particulier sur le scandale de la torture et de la peine capitale. Promouvoir toute action efficace, individuelle ou collective, pour l'abolition de la torture. Tu peux passer. Les axes de l'action de la CAT sont information et réflexion, action et prière. La prière est au cœur de l'action de la CAT. C'est très important pour nous. Tu peux passer. Depuis le début, on s'est fait connaître moyennant le magazine trimestriel bilingue, qui subsiste encore de nos jours. À la fin mars 2023, paraîtra le numéro 144, ce qui prouve que pendant 36 ans, notre magazine trimestriel a été publié tous les 3 mois, sans faille. Les membres de la CAT envoyons 1, 2 ou 3 appels urgents chaque mois pendant ce qu'on veut. Je peux passer. Les assemblées. Justement, notre Assemblée générale 2023 s'est tenue à Barcelone le 25 mars et a examiné une série de sujets concernant les activités de notre ACAT, en éprouvant aussi les comptes 2022 et le budget 2023, élaborés par notre trésorier Oriol Llobet. Nous avons abordé au cours de l'après-midi la question des droits humains au Nicaragua, avec l'aide de témoins originaires de ce pays.
Montse Fenosa, notre vice-présidente, vous en informera plus tard. Voici une photo de l'Assemblée. Tu peux passer. Maintenant, ce que je veux dire, c'est de 2021. Je n'ai pas fait une diapositive. Le 9 décembre 2021, le gouvernement de la Catalogne avait décerné à la FIACAT le prix Cassia Just, relatif aux droits humains. Et nous pensons aux trois facteurs qui ont contribué à l'octroi de ce prix, à savoir la lutte contre la torture et la peine de mort, l'écuménisme de notre entité, et aussi le soutien de la FIACAT aux 9 prisonniers politiques catalans subissant une longue détention arbitraire et un procès irrégulier. Le 2 octobre, nous avons organisé un acte de diffusion à Puiggraciós pour faire connaître la CAT. Un film sur la peine de mort a été projeté et à la fin, on a planté un olivier pour apporter notre soutien à un Mexicain prisonnier, l'activiste Pablo López Alavez. Voilà, c'est tout. Maintenant, merci. Maintenant, je passe la parole à Émilie. Voilà, merci Montserrat. Maintenant, c'est Oriol qui va vous parler de l'emprisonnement d'une personne en isolement terrible dans la prison de Murcia 2. Oriol, à toi la parole. Merci. Bonsoir tout. Tout d'abord, je remercie tous d'avoir la patience de supporter ma mauvaise prononciation en français, mais j'espère quand même votre bonne volonté et votre patience. Commençons par le titre. Soutien à Luis José Galán. Notre relation avec Luis José Galán González remonte au 8 août 2020, lorsque nous avons reçu une demande d'aide désespérée. Il s'agit d'un Madrilène converti à l'islam, condamné à 8 ans de prison, admis à la prison de Murcia 2, et depuis le 27 octobre 2017. Il est incarcéré à isolement 20 heures par jour, tous les jours de l'année. Ce régime d'isolement sévère, nous le répétons 20 heures par jour, lui a été appliqué depuis le début. Un régime qui n'a été relâché à aucun moment pendant tout ce temps. Notre CAT a créé une équipe de 2 membres, Émile et Oriol, c'est-à-dire moi-même, dans le but d'aider cette personne. Concernant son état personnel, M. Luis José Galán présente un tableau clinique avec d'importants problèmes de santé dont le traitement est difficilement compatible avec son régime carcéral actuel. Par ailleurs, du fait de l'éloignement de sa famille auquel il est contraint, M. Galán a reçu une demande de divorce de sa femme, perdant également le contact avec sa très jeune fille, ce qui est une sanction personnelle et émotionnelle importante qui s'ajoute à celle déjà infligée par les cours suprêmes espagnols. Qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Depuis le premier contact, nous avons échangé 8 longues lettres et rendu visite à M. Luis José Galán à 2 reprises. La première fois, la dernière fois, le 2 janvier 2023, avec un entretien de 2 heures derrière un vitre. Lors de visites que nous lui avons apporté des chemisettes, des chaussures et des livres qu'il nous avait demandé. À part les longues lettres échangées, nous nous entretenons régulièrement avec une dame de Madrid qui est la seule personne autorisée à être en contact téléphonique avec Luis José. Le crime pour lequel il a été condamné est lié à des questions de terrorisme islamique. Ce que nous avons vu ne correspond absolument pas à cette accusation. Un djihadiste convaincu
défendrait la lutte violente comme une forme d'action, ce qui est complètement en dehors et aux antipodes de sa compréhension de l'islam, et accuse le procureur d'avoir mis sous ses lèvres des choses qu'il n'a jamais dites. Sans entrer dans la précision du bien fondé du procès et de la sentence, ce qui nous pousse à lui venir en aide, c'est le régime carcéral et le traitement auquel il est soumis, ainsi que l'état de santé dans lequel il se trouve. C'est M. Luis José Galán, en personne qui nous a autorisé à mener les actions pour faire connaître sa situation auprès de diverses organisations espagnoles et européennes, soit directement, soit par l'intermédiaire de la FIACAT, pour tenter de rendre effectifs ces droits de l'homme, qui, à notre avis, sont violés de manière continue et flagrante. Dans le but de lui venir en aide, et avec le soutien de la FIACAT, nous avons informé ces cas aux organismes suivants. Communiqué au CPT, communiqué au rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Plainte à la OMCT, Organisation mondiale contre la torture, et nous avons mis 2 lettres au défenseur du pueblo d'Espagne, l'équivalent du défenseur des droits en France. Dans cette dernière lettre, nous avons fait savoir au défenseur que l'isolement sévère est contre-indiqué avec la pathologie, la formation de caillots, dont souffre Luis José. Nous lui avons donné le contact d'une clinique de Murcia afin que le défenseur puisse bien connaître la gravité de ces cas en vue d'assouplir son régime d'isolement. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas faire état d'aucun résultat positif dans notre démarche internationale, ni dans celle concernant les défenseurs du pueblo. Notre cas continue, dans la mesure du possible, à poursuivre la démarche en vue de l'aider. C'est tout pour le moment. Je vous remercie de votre aimable attention. Je dois vous informer qu'en ce moment, je dois quitter la réunion, car je dois m'occuper des affaires personnelles imprévues. Si Émile veut ajouter quelque chose, je laisserai le micro à sa disposition. Merci à tous. Bonsoir. Merci, Auriol. Merci. Bon, alors, on continue. Merci, Auriol. On va maintenant traiter le site web et nos magazines trimestriels. Rapporteur Ignasi Llorens et Émilie Chalot. Bonjour, pardon par mon français. Maintenant, nous allons vous parler un peu de l'histoire des sites de la CAT Espagne-Catalogne et de son évolution. Un premier site web avait été créé il y a plusieurs années, mais avec le temps, il était devenu assez obsolète et il était indispensable de le mettre à jour. Début 2021, l'étude d'un nouveau plan a été confiée à une société de création de contenu qui a élaboré un dessin beaucoup plus moderne. Nous avons ensuite été chercheurs d'organiser les différentes sections de la page, sa maintenance et sa mise à jour périodique, ce que nous faisons régulièrement et que vous pouvez voir sur ces images. Vous pouvez voir, pardon, a veure. Vous pouvez voir les objectifs de la CAT et il y a une page sur la FIACAT et tous les son implantation dans le monde, comme vous pouvez voir. Vous pouvez voir également les derniers appels avec localisation du pays concerné, les personnages principaux de l'appel et l'accès au contenu de l'appel. Les magazines
publié avec les derniers magazines. Et hier même, nous publions à le site les derniers magazines et avec l'ébauche sur les sites web similaires aux APLs. Vous pouvez observer à notre possibilité, etc. Et nous postons per l'appel magazine sur le site web afin qu'il y ait une base de données dans le but de conserver une trace de tous les cas pour lesquels un article ou un appel a été rédigé. Nous n'avons pas encore terminé ce travail et nous avons encore beaucoup d'informations à télécharger. Notre site web est actuellement disponible en 2 langues, catalan et castillan ou espagnol. Nous vous serions reconnaissants de les visiter et de nous faire part de vos suggestions d'amélioration. Merci bien. Merci Ignacy. Maintenant, si tu veux me passer le point de Rukuki, de Germain Rukuki. Voilà. Un moment. Je peux te le partager, sinon je l'ai. Tu l'as aussi? Un moment. Je l'ai. Ici. Hop. Ici. Voilà, c'est là. Il est sur mon écran, je ne sais pas si tu le vois, Émilie. Non, ça ne passe pas. Voilà, oui, maintenant. Mais il disparaît. Vraiment. Il apparaît et il disparaît. Je n'étais pas sûr que tu le vois. Voilà, c'est bon. Non, sinon je vous l'explique sans ça. Mais je pense que tout le monde peut le voir, donc si tu m'indiques le paragraphe, je pourrais le montrer à tout le monde. D'accord. Alors, tout d'abord, je vous signale que on montre le texte en catalan. C'est une langue bien plus proche au français que le castillan, qui a des mots qui découlent de l'arabe un peu. Alors, je remercie tout d'abord Kathleen de Beukeler, Germain Roucou, qui est la CAT suisse, pour leur autorisation afin que notre ACAT puisse publier l'interview à Germain. Merci à tous, à la CAT suisse et aux 2 personnes que j'ai nommées. Alors, le titre de l'article est bien évident et bien clair. C'est « Le bruit autour de mon cas a abouti à ma libération ». Le bruit autour de mon cas. Et alors, il y a 2 paragraphes qui sont clairs. Avez-vous été torturé, non physiquement, malgré le fait que la torture est omniprésente à Burundi? Les actions internationales en ma faveur m'ont épargné la torture physique depuis le premier jour. Et ensuite, je vais passer un peu plus haut, très peu. Hein, tu baisses un peu? Excuse-moi, Amélie, est-ce que tu pourrais simplement prendre 1 minute pour présenter qui est Germain et pourquoi vous avez fait un entretien avec lui? Oui, pardon? Explica qui és el Germain. Com? Que expliquis qui és el Germain Rukuki i per què hem fet un appel. Germain Rukuki nous paraît était un membre de la CAT Burundi. Je crois qu'il était arrivé à être président et il a été arrêté par le président du pays et mis en prison en octobre 2017 pendant 4 ans. Il a subi
4 ans d'incarcération, 4 ans de prison. Et alors, il a été libéré, bien sûr, grâce aux appels urgents des ACAT, de la FIACAT et de toutes les organisations internationales qui ont écrit des lettres importantes. Et c'est grâce à ça que lui, il dit dans l'interview qu'il n'a pas été torturé physiquement. Évidemment, les autorités burundaises avaient peur de le torturer, et ça montre l'efficacité des lettres quand elles sont nombreuses. Hein. Et alors, il y a un autre paragraphe que je voulais vous montrer, que je vous le lis. La FIACAT, Fédération des ACAT, les réseaux des ACAT, Frontline Defenders, Amnesty International et bien d'autres ont mené des actions. Toutes ces lettres et campagnes ont fait connaître mon cas à travers le monde. Elles ont poussé les diplomates à faire pression sur les autorités burundaises. L'ONU a interrogé le gouvernement burundais sur mon dossier. Elle n'a jamais reçu de réponse. Tout ce bruit a aidé à démasquer le dysfonctionnement de la justice burundaise et a abouti à ma libération. Donc, ça démontre, ça prouve que les appels urgents ont une efficacité évidente. C'est Germain qui le dit. Hein? D'accord. Alors, nous pouvons passer maintenant au magazine trimestriel. Par exemple, le numéro 42. Le numéro 42. Pardon, 142. 142. Est-ce que vous avez sur l'écran le... Moi, j'ai pas ça sur l'écran, j'ai rien sur l'écran. Là, sur mon écran, c'est marqué impossible de... Voilà, c'est ça. Melilla. On voit ton écran, Émilie. On le voit, Émilie. Vous le voyez, l'écran, maintenant? On le voit très bien, oui. On le voit très bien. Ah, d'accord. Alors, comme ça, comme j'ai le bulletin, je m'explique. Là, c'est marqué éditorial. Melilla, 24 juin 2022. Là, c'est un écrit de l'archevêque émérite de Tanger, que c'est un écrit vraiment actif et émouvant. Voilà, il y a 2 paragraphes. Je vais simplement lire 2 paragraphes. C'est ne pose pas des questions. C'est la faute des morts. Les violents sont les morts. Vous voyez le massacre qu'il y a. Vous avez vu la boucherie. Il y a une centaine de personnes qui sont mortes au passage de la grille de Melilla au sud de l'Espagne, enfin, un territoire africain. La faute est des morts. Les violents sont les morts. Les responsables sont les morts. Les autorités des peuples seulement peuvent se féliciter d'avoir atteint que les violents deviennent morts, que les sans-droits deviennent morts, que les sans-pain deviennent morts. Et alors, il y a un autre paragraphe pour finir. Il dit, l'archevêque, je ne peux pas dire que les responsables de toutes ces morts soient les gouvernements de l'Espagne et du Maroc. Je ne peux pas dire que les gouvernements d'Espagne et du Maroc aient les mains tachées de sang. Je ne peux pas dire que les gouvernements de l'Espagne et le Maroc remplissent de victimes un froid cruel et prolongé couloir de la mort. Je ne peux pas le dire, mais je peux le penser, et c'est ce que je pense. Il y a d'autres paragraphes qui sont aussi émouvants que cela, mais voilà, c'est la grille de Melilla qui apparaît de temps en temps. Maintenant, c'est l'Italie, mais la Melilla apparaît de temps en temps. Alors, dans ce même magazine, il y a le pape François contre la peine de mort, un article. Il y a 43 étudiants d'Ayotzinapa disparus en 2014, le cas Iguala en 2014. Donc,
des étudiants, beaucoup d'étudiants disparus. Le pape François demande pardon pour les mauvais traitements infligés aux indigènes du Canada. Et alors, il y a un autre article où je peux m'arrêter un petit moment. Julian Assange, la grande injustice en droits humains. Je vous traduis ce que vous devez voir sur l'écran. Moi, je ne le vois pas. Heureusement, j'ai le magazine devant. Que doit-il faire un journaliste honnête s'il reçoit des documents réels prouvant des mauvais traitements et assassinats menés par un gouvernement quelconque? Point d'interrogation. Il doit les ignorer, ces documents, et ne pas les publier. Ceci est le débat que nous avons dans le cas Assange. Mais grâce à Julian Assange, tout le monde connaîtra, tout le monde a connu que des soldats des États-Unis tiraient à mort contre des personnes innocentes. Très probablement, ces soldats et leurs supérieurs ne seront jamais jugés. Mais il devient paradoxal, en revanche, qu'on veuille juger et faire disparaître la personne responsable de la divulgation de ces faits réels et surtout vrais. Quelle sorte de justice est celle-ci? Voilà, le reste de l'article est aussi intéressant, mais je ne m'allonge pas. Je ne m'allonge pas. Alors, il y a les appels des abonnés. Il y a un commentaire d'un livre sur la peine de mort, c'est inconnu. Les dernières nouvelles. Et maintenant, passons au magazine 143. Très rapidement, je ne sais pas si vous voulez la une, on la passe, et la page numéro 2, Argentine 1985. Pardon, je m'excuse. Tout d'abord, c'est un film que je vous conseille. Bien. Le film montre tous les efforts du procureur général Stracera pour prouver toutes les tortures et assassinats réalisés sous le régime des généraux argentins. Grâce au courage de Stracera et de son équipe, ces preuves ont pu être fournies au tribunal. Les juges ont sentencié réclusion perpétuelle pour 5 hauts commandements militaires et politiques argentins. Hélas, tout le contraire de ce qui s'est passé en Espagne. À la suite d'une guerre civile sanglante avec des centaines de milliers de morts et d'une dictature de 36 ans très dure. C'est la comparaison qui enfin, les Catalans, les Espagnols, ben ça ne les attire pas. Un autre article, Nicaragua, Montse Fenosa va vous en parler certainement. Enseignement et l'espérance, Montse vous a déjà parlé de l'acte organisé par l'ACAT. Et alors là, je voulais justement m'arrêter ici sur l'abolition de la peine de mort au continent africain. Alors, grâce aux données fournies par Xavier qui est là, merci Xavier et la FIACAT, nous avons pu dessiner ce petit tableau parce que il me semble que c'est très important que 13 États africains ont aboli la peine de mort depuis 2007. En 2007, le Rwanda, en 2009, Togo et Burundi, en 2010, le Gabon, en 2012, le Bénin, en 2015, République du Congo et Madagascar, en 2016, Guinée, en 2018, Burkina Faso, en 2020, Tchad, en 2021, Sierra Leone et en 2022, la République centrafricaine et Guinée équatoriale. Donc, actuellement, 25 des 55 États membres de l'Union africaine ont aboli la peine de mort, qui est dans la carte, on les voit en vert. Les pays en vert, ce sont ceux qui ont aboli la peine de mort. Les pays en noir sont ceux qui appliquent encore, malheureusement, la peine de mort. Et les pays en blanc sont en moratoire. Voilà. Ensuite, Otto Weit de Schiller de Berlin. Alors, la rencontre d'ACAT européenne à Berlin, il y a les photos de la rencontre des ACAT européennes et les ACAT européennes et les africaines et 2 photos de la séance et on explique un peu la rencontre.
Ensuite, on passe les appels. Alors là, il y a les enlèvements et disparitions forcées au Mexique. Montse va vous l'expliquer tout à l'heure. Et alors, si nous passons, le magazine 144 qui vient de paraître me paraît important. Il y a la page 2. Excuse-moi de t'interrompre, Émilie. Est-ce qu'on pourrait, parce qu'il est déjà 17h40, et je me Voilà, disais c'est ça, que c'est ça. peut-être ce serait intéressant de passer rapidement aux échanges avec les ACAT qui sont présentes, qui ont peut-être des questions Ah plus oui, précises ben, qu'elles se posent sur on est l'ACAT en Espagne-Catalogne. train de terminer. Hein. Dans 5 D'accord, minutes, ok. se termine. Hein. Pas de souci. Mais après, il y aura l'exposition de Moncé. Alors là, le commissariat de Via Laietana. Un petit résumé, c'est un article sur l'endroit où avait eu lieu de véritables tortures dans la période de dictature de Franco, 36 ans. Tous les mardis soirs se succèdent à Barcelone devant le commissariat des manifestations pacifiques pour qu'il devienne un centre d'interprétation et d'étude de la répression politique et de la torture en reconnaissance des centaines de victimes qui ont subi la torture. Et ensuite, un dernier article que je commente, c'est la Catalogne et l'esclavage. Je ne sais pas si tu peux le mettre. La Catalogne et l'esclavage. C'est un article intéressant. Vous l'avez? Et avec ça, je termine. Hein. On le voit, Corentin? Les négriers. On le voit. On les Oui. voit. Oui, on le Alors, voit. c'est un programme paru dans TV3, la télévision catalane, où l'on a demandé pardon pour l'enrichissement de beaucoup de Catalans qui ont exploité des êtres humains entre l'Afrique et Cuba. Dans le dernier paragraphe, on attire l'attention sur le fait que derrière ces majestueux monuments à Barcelone, à Sitges ou ailleurs, il y a un mauvais traitement de centaines de milliers d'êtres humains. Il y a un mauvais traitement. Les monuments sont très beaux, mais derrière, il faut savoir ce qu'il y a. Voilà, c'est tout l'article nous a paru intéressant de le publier. Et avec ça, je termine. Je termine cette séance. Je ne sais pas, Corentin, si tu préfères maintenant établir un petit débat ou on passe à Montse Fenosa qui vous parlera de l'Amérique latine. Que préfères-tu? Je pense que on peut peut-être commencer à échanger avec les ACAT, sachant que moi, par exemple, j'aimerais bien vous poser une question sur vos activités avec l'Amérique latine, et à ce moment-là, on pourra peut-être diffuser le PowerPoint qui présente. Alors, on termine l'appel et on urgent va en lien passer avec la l'Amérique parole à latine. Montse qui va vous parler de ce sujet-là. Voilà, Montse. Non. Montse, tu as la parole. Bien, bonjour à tous, merci. Bonjour à tous, merci. Je vais parler sur ces trois situations. Peux-je partager l'écran? Peux-je partager le PowerPoint, l'écran? Oui, je suis en train. C'est là, ça arrive. Oui. Oui, merci. Bien, je parlerai sur ces trois situations d'entre les appels urgents et des interventions en Amérique latine. Eh bien, tu peux passer, s'il vous plaît. Le comité d'appels urgents est composé de 3 membres. Luis Valle, qui rédige les 3 appels mensuels de n'importe quel pays.
ces questions aux associés afin qu'ils puissent les envoyer par la poste. Nous les recevons de la CAT France, de l'appel européen commun, de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, ou d'autres avec qui nous sommes directement en contact. D'autre part, Pilayado et moi-même rédigeons les appels institutionnels, c'est-à-dire ce que nous faisons au nom de Bruxelles. Nous les envoyons généralement par email, séparément, à un certain nombre d'autorités en espagnol, parfois en français ou en anglais, si ce sont autorités des conseils de l'Europe, etc., ou de l'ONU. En raison des difficultés de traduction, nous ne pouvons pas faire beaucoup de lettres en français ou en anglais. Quand nous recevons une réponse, si nous le pouvons, nous les répondons après avoir vérifié les informations qu'ils nous communiquent. Le nombre d'appels institutionnels est variable, bien que nous en recevions moins qu'avant. Au cours des 9 derniers mois, nous en avons réalisé 39. Cet appel provient de l'Observatoire, d'entités bien connues au Mexique, en Colombie, au Guatemala, ou des proches ou d'avocats des personnes concernées, ainsi que d'organisations soutenant les défenseurs ou qui documentent des violations des droits humains. Bien, si après, j'explique 3 interventions menées en Amérique latine sur la base des appels institutionnels, essentiellement. La première, c'est le cas Facundo Molares. En janvier 2020, un journaliste nous a demandé d'aider Facundo Molares, qui est un photojournaliste argentin, militant de gauche, qui a agi en tant que leader politique au sein des FARC colombiens. Et il a collaboré avec le processus de paix en Colombie, puisqu'il est retourné en Argentine pour travailler au magazine Centenario. En novembre 2019, il a envoyé couvrir les élections et s'est trouvé face à une situation de immédiatement d'un coup d'État. Quelques jours après son arrivée, il est tombé malade. Il a continué à documenter les manifestations, etc., jusqu'à ce qu'il soit transporté aux urgences inconscient. À son admission à l'hôpital, on lui a détecté une infection rénale et il a été plongé dans un coma artificiel. Un ami a informé ses parents en Argentine et ils sont arrivés le 12 novembre. Après l'avoir identifié, inconscient et menotté au lit, ils ont été amenés par la police pour être interrogés. La police les a séparés, les a harcelés pendant plus de 30 heures et les a menacés de mort s'ils retournaient à l'hôpital pour voir leur fils. Et ils sont allés directement à l'aéroport après avoir été relâchés par la police. Le 29 novembre, le lendemain de son réveil du coma, une audience a été organisée pour lui, sans avocat, dans sa chambre d'hôpital. Le juge a ordonné qu'il soit emprisonné et rétabli. Or, 3 jours plus tard, un médecin inconnu, accompagné de la police, a apporté un rapport fabriqué de toutes pièces où il était écrit qu'il pouvait sortir de l'hôpital.
et il a été emmené à la prison de Palmasola contre la volonté de l'équipe médicale de l'hôpital. Les prestations des médecins ont conduit à l'arrestation arbitraire de l'un entre eux et du directeur médical de l'hôpital. Facundo Molares est accusé d'avoir causé la mort de 2 personnes lors d'une manifestation à Montero. Sur l'allégation qu'il était un agitateur révolutionnaire des FARC infiltré en Bolivie. 5 jours plus tard, on le transfère à nouveau, cette fois dans la prison d'haute sécurité de Chonchoncoro, à 700 km des tribunaux et à 4000 d'altitude. Il est placé en isolement absolu avec seulement une demi-heure hors de la cellule. Et de plus, à cause du Covid, l'activité judiciaire s'est stoppée et aucune nourriture n'entre dans la prison. Nous avons réussi à obtenir la visite de l'aumônier de la prison afin qu'il puisse informer les parents de son état. Nous avons fait 3 appels institutionnels aux autorités boliviennes et argentines et une lettre ouverte conjointe avec les comités de soutien, l'appel européen commun en octobre 2020 en demandant le rapatriement vers un hôpital argentin. Et aussi, nous avons envoyé une communication signée par les pairs de notre cadre au groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire et aussi au rapporteur contre la torture. Il est libéré en décembre 2020, après une audience au cours de laquelle son rapatriement vers l'Argentine est ordonné. C'est alors que commence le processus de diagnostic et de traitement. Mais, tu peux passer s'il vous plaît. Mais le 7 novembre 2021, alors qu'il était en Argentine avec sa famille, il est arrêté sur une ordre d'extradition du gouvernement colombien, créé par une ordonnance d'un tribunal ordinaire, accusé d'avoir kidnappé un maire alors qu'il était dans les FARC. Il est incarcéré à 600 km du domicile familial sans recevoir les soins médicaux ni la chirurgie dont il avait besoin. C'est là, dans l'attente de son procès d'extradition qui aura lieu 6 mois plus tard, à compter du 5 mai 2022. Invités par les pairs, nous avons pu participer aux séances virtuelles du procès. Finalement, le tribunal dicte sa libération et son extradition vers la Colombie, mais avec des garanties concernant sa sécurité. Pendant cette deuxième période, la CAT a adressé des appels institutionnels à la Colombie, de la juridiction spéciale pour la paix, 3 appels au gouvernement argentin, colombien, ou les 2, et une lettre au juge, puisque Facundo avait collaboré au processus de paix, ne pouvait pas être jugé par un tribunal ordinaire, mais par la juridiction spéciale pour la paix de Colombie, la JEP. Comme vous le savez, c'est une cour spéciale de justice réparatrice qui trouve les victimes et les auteurs. Il est libéré dans la nuit du 28 juillet 2022, après 8 mois d'emprisonnement arbitraire. Son dossier est admis par la juridiction de la JEP. Mais il n'est pas contraint de se rendre en Colombie. Maintenant, il poursuit sa convalescence en Argentine. Bien, le second, si tu peux passer, s'il vous plaît, et c'est sur le Comité international de solidarité.
Le 8 décembre 2022 est annoncée la formation du Comité international de solidarité, CIS, au Mexique. Je participe au nom de notre cadre à la demande du Comité Cerezo et du Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos concernant la disparition forcée survenue en 2007 à Oaxaca de deux militants de l'armée populaire révolutionnaire, de Edmundo Reyes Amaya et Gabriel Cruz Sanchez, pour lesquels nous avons agi dès le début de sa disparition. Après, si tu peux passer, s'il vous plaît. Après une longue procédure judiciaire, l'affaire est parvenue à la Suprême Cour de justice de la Nation le 10 août 2022. Le juge prononce une sentence historique et unique au Mexique, car il ordonne judiciairement la création d'une commission spéciale de recherche, la CEB, et jette les bases d'un nouveau droit de l'homme, le droit de toute victime de disparition forcée d'être recherchée. Il ordonne à nouveau, entre d'autres mesures, la recherche des combattants sociaux dans les casernes militaires, assigne les commandants militaires supérieurs à comparaître et leur ordonne d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour retrouver Edmundo et Gabriel. La CEP est composée de proches d'Edmundo et Gabriel, d'associations d'accompagnement, de juristes accompagnateurs et de différentes autorités gouvernementales mexicaines. La mission, si tu peux passer, s'il vous plaît. La mission d'ici porte sur l'observation des travaux de la Commission spéciale de recherche, la CEP, activation de l'enquête, accompagnement et la solidarité lorsque cela est nécessaire, afin de rechercher les disparus conformément à l'arrêt de la Suprême Cour de justice. Le CIS est composé de 6 personnes issues du Mexique, d'Argentine, du Chili, d'Honduras, de Belgique, du Canada, des États-Unis, de Colombie et d'Espagne, ainsi que de la fille d'Edmundo Reyes et des membres du Comité Cerezo. Nous avons dû intervenir devant le gouvernement dès le début de la Commission spéciale de recherche, car les délégués militaires n'ont pas assisté à la première réunion et le parquet national est arrivé très tard. Il se rencontre actuellement. Et nous avons présenté un plan d'action avec certains éléments qui avaient été omis dans les plans du gouvernement, tels que l'enquête sur toutes les chaînes de commandement des différentes forces de sécurité, lorsque Gabriel et Edmundo sont portés disparus. Pour l'instant, c'est accepté. Maintenant, la mise en œuvre est nécessaire et nous suivons de près cette affaire. Bien, si tu peux passer, s'il vous plaît. Finalement, sur des personnes emprisonnées et la répression au Nicaragua. Les membres de la Commission des appels institutionnels, nous avons vu la montée progressive de la répression au Nicaragua depuis la mise en place du gouvernement Ortega. Nous avons reçu de plus en plus d'appels, la plupart à propos des situations concernant des collectifs. D'abord, des communautés indigènes en raison des projets extractifs et depuis 2018, ils font face à une situation aggravée par la persécution et l'emprisonnement des opposants et des fermetures massives d'organisations de toutes sortes. Face à la répression, la population est descendue dans la rue en masse et la persécution contre toutes sortes de personnes s'est intensifiée, y compris contre les églises qui les protégeaient.
En juillet dernier, la CAT a rencontré à Barcelone Ana Lucía Dávila, exilée au Mexique, qui était en tournée européenne. À cette époque, sa sœur Tamara Dávila était en prison, ainsi que ses tantes Dora Maria Tellet et Ana Margarita Vigil Gurdian, toutes trois dirigeantes des partis différents. Pendant notre assemblée, nous avons écouté aussi des témoignages de personnes qui ont été à Nicaragua. Il y a près d'un an, nous avons également rencontré un défenseur des droits humains et chercheur universitaire nicaraguayen qui nous fait parvenir les rapports qu'ils font et quelques informations. Mais par sécurité, nous ne pouvons pas dire son nom ni diffuser les originaux des signalements. Depuis 2018, la torture de plus de 150 personnes a été documentée, ainsi que le meurtre d'au moins 355 personnes, dont des enfants. On a aussi enregistré près de 2000 personnes blessées, ainsi que la fermeture de plus de 3300 entités, partis, ONG, médias, soit près de la moitié de toutes celles du pays. Il y a plus de 150 000 exilés, ainsi que 317 personnes déchues de leur nationalité, dont 222 ont été déportés aux États-Unis. Ces personnes ont vu tous leurs documents d'état civil, tels que leur acte de naissance, etc., effacés, les rendant pour la plupart apatrides. Cela a été possible parce que le gouvernement contrôle les pouvoirs judiciaires, les législatifs, les oligarchies financières et les médias, et qu'il a adapté la loi, les décisions, les affaires et la propagande à ses intérêts, afin d'éliminer toute personne dissidente en les qualifiant pour ce faire de traîtres. Le rapport présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 2 mars dernier est réalisé par le groupe d'experts des Nations Unies sur les droits de l'homme au Nicaragua. Cette alerte sur la gravité de la situation au Nicaragua, soulignant l'existence de crimes contre l'humanité et identifiant également une chaîne de commandement des auteurs directs. En ce qui concerne les prisonniers politiques, ils sont maintenus en détention secrète jusqu'à 90 jours avec des tortures physiques et psychologiques systématiques dans un régime d'isolement absolu, avec seulement une demi-heure dans la cour, sans droit à la lecture ni au contact avec les autres prisonniers, seulement à un minimum de contact avec les geôliers. Les familles signalent également des abus, les rares fois où elles sont autorisées à les rendre visite. Nous avons lancé des appels institutionnels au nom du Conseil en décembre 2022. Nous avons préparé l'appel commun des ACAT européennes auquel se sont joints nos partenaires sur la situation des personnes élevées. Les personnes pour lesquelles nous sommes intervenus dans cet appel ont toutes été expulsées vers les États-Unis en février dernier et ont été privées de leur nationalité. 38 prisonniers politiques sont restés en
ils sont à ce moment. À ce moment, aujourd'hui, demain, peut-être plus. Le gouvernement a continué à fermer massivement des institutions et a rompu les relations avec l'Église catholique après que le pape ait qualifié le régime de dictature. En mars 19, universités avaient déjà été fermées. L'évêque Rolando Álvarez, qui a refusé d'être expulsé vers les États-Unis, a été condamné à 26 ans de prison. Et le 3 avril dernier, le prêtre claretin Domiciano Larco a été expulsé. Il y a beaucoup de personnes expulsées. Et voilà tout ce que j'avais prévu de vous dire sur notre intervention en Amérique latine. Merci de votre attention. Et j'espère que j'ai parlé d'une manière compréhensible. Oui, c'était très compréhensible. Merci beaucoup, Montse. Peut-être Émilie, on va peut-être passer, ou si tu as un mot de conclusion, sinon on va donner la parole à toutes les ACAD présentes dans le public. Non, tu Si peux, jamais il y a tu peux des donner, questions pour s'il y a préciser un des petit peu. questions, on essaiera de les répondre. Très bien. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a une question à poser à l'ACAT Espagne, un point que vous souhaitez un petit peu approfondir? À l'Assemblée, à notre Vous Assemblée. pouvez lever la main. En haut de votre écran, vous avez une barre normalement avec une main que vous pouvez lever pour poser une question. Ça, je verrai dans l'ordre qui a envie de poser une question. Donc, moi, je peux vous en poser une déjà. Donc, ça fait depuis quelle année exactement que vous travaillez avec le groupe sur les disparitions forcées? Et dernièrement, je sais que vous avez été inclus à des réunions assez importantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail les liens avec et les informations que vous pouvez avoir dans ce cadre-là? Avec vraiment la solidarité avec l'Amérique latine qui est vraiment forte et qui s'exprime sur toutes vos actions comme on a pu le voir. Oui, Montse va expliquer mieux que moi tout à l'heure qu'on avait une liaison très importante depuis plusieurs années avec un comité qui s'appelle Terezo, elle l'a nommé ce comité, qui travaille pour les disparus. Et ce comité-là, avec le travail que nous avions fait, surtout Montse qui s'occupe de ça, a dit que Montse serait appelé à participer à ce comité international. Donc maintenant Montse, peut-être tu peux continuer. Oui, c'est des défenseurs. Ils sont disparus à Oaxaca. Et je suis allée à Oaxaca en 2005 et 2006 pour accompagner des défenseurs des droits humains ici. Et alors, j'ai connu aussi le comité Cerezo et nous avons une relation habituelle avec eux pour les appels d'argent institutionnels. Et quand Mundo et Gabriel sont disparus, nous avons participé à différentes actions de solidarité. Et alors, les familiales, quand ils ont pensé de faire ce comité de
de solidarité ont pensé à nous. Et aussi, le comité CSOA, il a été, c'est venu à l'Espagne, en Catalogne, plusieurs fois. Émilie, hein? Ils sont venus, Oui. je ne me rappelle que l'année, mais oui. Oui, depuis longtemps, on a des contacts avec eux et ils sont venus à Barcelone, comme Montse vient de le dire. Et voilà, ils ont voulu commencer, participer à son comité international. Why? It's on the table probably, because I've been taking pictures of it, but bring it back because I will need it. C'est clair, on t'entendait. Pas de souci. Esteban, je crois que tu as une question pour la CAT Espagne, Catalogne. Oui, bonjour la CAT Espagne. Ça fait un plaisir de vous voir après Berlin, la rencontre. Et j'ai une petite question, justement, par rapport à votre liane et travail avec l'Amérique latine. Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés en travaillant avec les organisations en Amérique latine? Pour nous, les difficultés, c'est le suivi des cas. Il y a des cas que, par exemple, le gouvernement a écrit une réponse pour nous et nous avons besoin d'avoir des informations, non seulement du gouvernement, mais des affectés, des personnes qui ont affecté, de l'association des droits humains, etc. Et alors, c'est très difficile. En quel pays, c'est très difficile parce que nous n'avons pas de partenaires, des personnes qui peuvent nous informer. Mais notre difficulté, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gouvernements qui effacent, je pense, ils effacent les courriels. Ils effacent les courriels. Alors, nous écrivons dans lettres courrières, postales. Mais c'est difficile. Et il y a un gouvernement, par exemple, les Paraguayens, que nous avons demandé une réintervisite, parler avec quelqu'un de l'ambassade, de les consulats à Barcelone, et ils n'ont pas ne veut pas. Il ne veut pas boire la carte et parler avec nous. Et ce sont des difficultés. Toujours un problème avec pas mal d'ACAT qui posent des questions fâcheuses par moment. La rencontre avec les autorités peut être assez compliquée. Il me semble que Marie a une question. Je te vois lever la main. Merci beaucoup, Corentin. Et puis, merci surtout à la CAT Espagne pour sa présentation. J'étais ravie de l'entendre, même si je m'excuse d'être arrivée un petit peu en retard. Du coup, je m'excuse par avance si c'est quelque chose que vous avez déjà traité, mais on a eu l'occasion déjà ensemble de travailler sur des actions au niveau national également. Et je serais curieuse d'en entendre un peu plus de votre part, notamment sur l'action que vous aviez fait pour un détenu qui était maintenu à l'isolement disciplinaire et en détention, et puis aussi votre action au sujet des établissements psychiatriques et votre plaidoyer avec le gouvernement à ce sujet. Voilà. Oui, quelle est la question?
Juste que vous puissiez peut-être nous en dire un peu plus sur les actions que vous faites, sur les problématiques rencontrées au niveau national aussi. Voilà, et notamment le travail que vous avez fait concernant ce détenu qui était à l'isolement en détention pendant des années et la question aussi des traitements des mauvais traitements dans les établissements psychiatriques. Est-ce que vous avez quelques détails à ce sujet? Oui, sur ce sujet, je voudrais dire, en complément de ce que tu demandes, que la justice espagnole est très dure avec les indépendantistes, avec les djihadistes, avec les islamistes, avec les rappeurs. On en a un à Bruxelles, encore il est là, il ne peut pas retourner en Espagne. Donc, mais pas avec la corruption, pas beaucoup avec la corruption, mais ils ont ces symptômes-là. Donc, pour le cas qu'on a expliqué de l'islamiste retenu à la prison de Murcia, ben, tout ça, il n'y avait presque rien, ça va à la Cour suprême. C'est la Cour suprême qui décide de ces cas que j'ai mentionnés. Ce ne sont pas les sites judiciaires ordinaires, la justice ordinaire qui traite ces cas-là, mais ça va tout de suite en haut de tout, à l'Audiencia nationale et à la Cour suprême du pays. Et c'est ça qui distingue la justice espagnole, et j'explique toujours que je vous expliquais le cas de l'Argentine, qui en Argentine, ils ont réussi à juger les responsables, en Allemagne aussi, etc., en Italie peut-être aussi, mais en Espagne jamais. Les mêmes policiers, les mêmes armées, les mêmes juges ont fait partie de la démocratie espagnole. Et ça, c'est très différent de ce qui s'est passé en Argentine. Alors, notre prisonnier, nous pensons, Henriol et moi, qu'il n'y a rien, mais la Cour suprême doit être très sévère avec ces cas-là, et là, c'est la mentalité en Espagne. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Toutes les lettres de ce prisonnier qui nous parviennent sont ouvertes à la prison. Bien sûr, c'est peut-être normal, je ne sais pas, mais ça me paraît étrange. Toutes les lettres sont ouvertes, il y a un grand contrôle, il ne peut parler qu'à une personne de Madrid à laquelle j'appelle 2 fois par semaine, et elle nous explique ce que le prisonnier dit. Donc, par l'intermédiaire de cette dame, nous pouvons connaître la situation de ce prisonnier. Et ensuite, il a eu une intervention très difficile de formation de caillots. Ben, il est tombé par terre, des caillots. Alors là, évidemment, ce n'est pas compatible, la formation de caillots, avec un isolement de 20 heures sur 24. On a prié de le relâcher, cet isolement. Aucune réponse, ils ne répondent pas, voilà. Mais nous, on continue à lutter pour voir si. Et maintenant, il y a une autre chose que je ne vous explique pas parce que je m'allongerai trop. Mais enfin, il est islamiste et voilà, c'est un thème tabou. Je ne sais pas, je vous ai expliqué un peu, la justice espagnole, c'est comme ça. Il y a des thèmes tabous, les rappeurs, les indépendantistes et les islamistes djihadistes et d'autres, mais pas la corruption. Et Émilie, je rebondis juste sur la question de Marie, puisqu'effectivement, elle posait la question de cette personne à l'isolement que vous avez suivi. Et vous posez aussi la question de la collaboration avec je crois que c'était la Généralité catalane, sur la question d'un code qui encadrait les mauvais traitements en établissement psychiatrique. Je me souviens avoir vu passer ça il y a peut-être 1 an de ça, et c'était assez intéressant d'avoir votre ressenti là-dessus, sur votre travail avec les autorités locales. Oui, nous avons travaillé avec les autorités locales sur le thème de la rétention des prisonniers, mais maintenant, la couleur
la couleur du ministère, enfin du ministère de la Justice catalan a changé de couleur et maintenant on a arrêté les conversations, quoi. Voilà, quand on change de couleur dans un ministère ou dans une conselleria, comme on dit là-bas, donc on a arrêté, mais avec l'autre ministère, on avait des entretiens et on avait collaboré, on avait fait un rapport, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup. Il y avait Jean-Daniel qui levait la main. Oui, merci Corentin. Et surtout, merci beaucoup à vous deux, Émilie et Motse, pour votre très large tour d'horizon de toutes vos activités dans le monde contre la torture, la peine de mort, et y compris les disparitions forcées ou involontaires. C'était vraiment impressionnant, même si, comme Marie, je suis arrivé un peu en retard dans cet A4 café, je m'en excuse beaucoup. Mais comme je n'étais pas là au tout début, j'aimerais demander à Émilie et à Montse si vous pourriez nous donner un petit aperçu, à supposer que vous ne l'ayez pas déjà fait, sur la situation des ex-9 prisonniers catalans pour lesquels la FIACAT, par 2 fois, était intervenue de manière très vive et très engagée, et qui avait eu, semble-t-il, d'après Émilie, un certain retentissement en Espagne et en Catalogne. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un petit éclaircissement à ce sujet, à supposer que tu ne l'aies pas déjà fait? Sinon, je m'en excuse de cette question. Oui, je profite, Jean-Daniel, pour vous remercier. Tout ce que la FIACAT a fait pour ce cas, c'était une détention arbitraire de 2 ans à 9 hommes et femmes politiques catalans qui ont été mis en prison tout de suite, 2 ans de rétention préventive, presque comme au Burundi. Enfin, au Burundi, c'est plus, mais enfin. Alors, il y a une partie du gouvernement qui a été mis en prison. Nous avons travaillé pour eux. Il y a une autre partie du gouvernement qui s'est exilée à Bruxelles. Et cette partie-là du gouvernement, avec le président Puigdemont, d'abord, il a remporté toutes les victoires contre l'Espagne, victoire de la justice européenne sur l'Espagne. Alors, ils sont encore là, ils ont l'immunité parce que les trois, Puigdemont et 2 autres ministres sont eurodéputés du Parlement européen, et ils attendent maintenant une sentence du tribunal de Luxembourg sur la question de l'immunité. Alors, pour les autres, c'est vrai que le président Sanchez a octroyé, comment on dit ça, il les a relâchés de la prison, un indult, la grâce, il a accordé la grâce. Donc, ils ne sont pas en prison, mais ils sont inéligibles pour 13 ans, comme ça, ils sont inéligibles, mais c'est pas que Sanchez a eu une vertu de faire ça, c'est que le Conseil d'Europe aussi et toutes les organisations ont beaucoup poussé dans ce sens. Le Conseil d'Europe a fait une note très, très, très puissante, très contondante sur le problème catalan et tout ce qui a suivi. Alors, en ce qui concerne le procès, je te remercie aussi, Jean-Daniel, parce que la FIACAT a fait un article, un communiqué très clair sur ça. C'est grâce à ça qu'on a accordé à la FIACAT peut-être le prix qu'on a parlé tout à l'heure. Et alors, je voulais dire que le procès, on attend maintenant la sentence du tribunal de Strasbourg. Nous pensons que comme il y a eu pas mal d'irrégularités, beaucoup d'irrégularités, nous attendons cette sentence. Voilà. Merci beaucoup. Mais la FIACAT nous a beaucoup aidés et ça, je peux le dire et le redire. C'est vrai. Hein? Merci, Émilie. Merci, Émilie. Bernard Baye,
vous leviez la main tout à l'heure. Vous l'avez baissé, peut-être que vous voulez intervenir. Dans ce cas-là, je vais donner la parole à Claire. Claire, tu nous entends? Ton micro est coupé. Ah, c'est bon, on t'entend. Oui, non. J'ai pas demandé, je te remercie, mais je n'ai pas demandé la parole, Corentin. Mais puisque tu Tu me as la la main donnes, levée. Tu as la Oui, main tu as levée. la main levée. Après toi. Après toi. D'accord. Ben, alors, je vais quand même profiter de la situation puisque tu me donnes la parole. En fait, j'aimerais savoir si la CAT Espagne-Catalogne a eu des contacts avec les 3 autres ACAT qui sont dans les Amériques par rapport à des cas latino-américains, parce que je me demandais s'il y aurait une collaboration possible de la CAT Canada, de la CAT USA et de la CAT Brésil, qui est elle-même évidemment en Amérique latine, mais même au Canada et aux USA, il y a souvent des contacts avec l'Amérique latine. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts avec ces autres ACAT jusqu'ici? Montse, tu peux répondre, Montse. Oui. Allez, avec la CAT Canada, je ne me rappelle des contacts. Mais avec la CAT Brésil, quand nous avons, il y a peut-être des années, qu'il y avait un appel sur des communautés indigènes à l'Amazonie. Alors, j'ai demandé quel est le courriel, les WhatsApp du président de la CAT Brésil. Et j'ai fait un message, mais je n'ai pas de réponse. Alors, nous n'avons pas fait l'appel parce que nous ne savons pas si j'ai demandé s'il veut faire l'appel ou si nous pouvons faire l'appel avec la CAT Brésil, la CAT Espagne, conjoint, ou si qu'est-ce qu'il veut que nous faisons. Mais sans réponse. Je ne sais pas. Merci. Je n'ai contacté à nouveau avec lui. Il faut savoir que la CAT Brésil, d'ailleurs, a quelques difficultés puisqu'ils étaient. La CAT était poursuivie par l'ancien gouvernement, donc à l'époque de Jair Bolsonaro, était poursuivie pour soi-disant fait de mauvaise gestion de fonds publics qui avaient été utilisés sur un projet de réhabilitation de victimes de torture au début des années 2010. Ils avaient de sérieux problèmes avec la justice et bon, il semblerait que ça s'améliore petit à petit. Mais donc la CAT est un petit peu en pause en ce moment, en tout cas au niveau des activités, elle est un petit peu en pause. Donc c'est peut-être pour ça aussi, Montse, qu'il n'y avait pas eu de réponse. Ce qui est dommage parce qu'effectivement, ça crée des ponts assez intéressants des deux côtés de l'océan. Paul? Là, je crois que j'ai activé mon son. Ma première question, ma première préoccupation a été posée par Claire, c'était de voir des ponts que la CAT Espagne pouvait avoir avec des ACAT en Amérique latine. Mais la petite préoccupation qui reste, c'est que la CAT est assez ancrée en Catalogne. Est-ce qu'il y a des contacts du côté de Madrid et de l'autre côté ou d'autres provinces de l'Espagne pour qu'une une autre ACAT puisse naître et qu'on ait vraiment une vision nationale de l'ACAT Espagne. Voilà. Oui, je te réponds, Paul, merci. La réponse est la suivante.
c'est que le thème de la torture ne vend pas en Espagne. Je m'explique. En Espagne, il y a eu un conflit très grave, c'est le conflit du Pays Basque, où il y a eu 5000 cas de torture répertoriés par le gouvernement basque. Dans les médias espagnols, on n'en parle jamais de ça. Ils parlent seulement des 800 assassinats. Il y a eu 820 assassinats morts et 5300 cas de torture complètement répertoriés. Alors, à Madrid, ils ne parlent que de la première partie, les 800 assassinats. Alors, grâce à la publicité des médias de Madrid, des médias espagnols, la torture ne vend pas en Espagne. À l'époque de Guy Orange, quand Guy Orange était président, Guy Orange est allé avec la présidente d'alors, c'est Isabel Roura, qui est encore dans notre bureau de direction. Ils sont partis à Madrid pour une conférence. Ils étaient deux plus un assistant, c'est-à-dire à Madrid, la torture, quand tu leur parles de torture, pour eux, c'est tabou, comme les autres thèmes. Ça vient du franquisme, et du conflit basque. La torture vend très mal en Espagne. Là, c'est la réponse. Nous avons essayé des liaisons à plusieurs reprises. Celle-ci est une, mais on voit tout de suite qu'on avait des membres de Madrid on avait une adhérente en concret qui nous a quittés parce que le problème basque doit se traiter du point de vue qu'ils disent à Madrid. Et nous, évidemment, on a un autre point de vue, c'est condamner les assassinats et condamner les tortures. Mais eux, ils veulent condamner uniquement les assassinats. Voilà, c'est là le problème. Alors, juste pour terminer, je ne veux pas faire monopoliser la parole, mais quelles sont vos relations avec les églises en Espagne? Parce que je pense qu'avec les églises, la question de la torture et des mauvais traitements peut être aussi quelque chose qui préoccupe les églises. Les églises, oui, bien souvent dans notre bureau, il y a eu des protestants et on a eu même une présidente orthodoxe, on a eu une présidente protestante, des protestants dans notre bureau. Maintenant, on n'a qu'une protestante et on essaye d'avoir des orthodoxes, mais c'est difficile. Donc là, je ne sais pas si Montse ou Montserrat peut apporter quelque chose de plus sur les relations avec les églises. On essaye d'aller voir les évêques, mais on ne réussit pas tellement. On fait des prières dans les paroisses et ça c'est bien accepté, mais pas souvent. Alors c'est une chose à améliorer. J'avais une question de Bernard. Je ne sais pas si Bernard, vous avez réussi à activer le micro. Ah, Bernard a disparu. Je donne la parole à Jean-Bernard. Et peut-être une intervention de plus après Jean-Bernard, s'il y en a une, et je pense qu'on pourra peut-être clôturer le café. Jean-Bernard, tu as le micro ouvert? Oui, merci. D'abord, un grand merci à toute l'équipe de la CAT Catalogne-Espagne pour leurs activités et toutes leurs actions. C'est impressionnant et tous les vœux d'encouragement pour continuer sur cette voie. Alors, j'avais un petit peu une boutade à dire à Émilie, est-ce que tu connais des pays où la torture, ça se vend bien? Bon, ça, c'est un petit peu ma boutade. Et par ailleurs, je ne suis qu'à moitié satisfait de ta réponse, qu'il y ait un blocage des autorités gouvernementales dès qu'on parle de torture. Ce n'est pas très original, peut-être que c'est plus flagrant en Espagne, mais il y a peu de gouvernements qui acceptent que l'on parle, surtout quand ça les met en cause, de la question de la torture. Donc je me demande quand même si
c'est pas un conseil, mais c'est un souhait quand même, si vous ne pourriez pas trouver des membres, je ne sais pas, moi, en Andalousie, dans d'autres provinces, qui sont, où il y a certainement aussi des problèmes de mauvais traitement, de problèmes de détention, pas indépendamment, mais d'une nature aussi peut-être moins grave, mais quand même qui mérite d'être dénoncée dans d'autres provinces en Espagne, comme dans tous les pays. Donc, je ne suis qu'à moitié satisfait par, encore une fois, le fait que la torture n'est pas populaire, ou en tous les cas, elle n'est pas bien facile à vendre, si on peut dire, et que par ailleurs, certes, le conflit ou les difficultés Catalogne-Espagne et d'autres régions aussi qui recherchent peut-être leur indépendance en Espagne ne devraient quand même pas occulter ou empêcher qu'il y ait des tentatives au moins de lui donner des rayonnements à une ACAT qui serait pas, comment on va dire, pan-espagnol, le mot n'est pas très beau. Je n'ai pas dit pan-castillan, hein. J'ai dit mais qui serait de dimension plus large au niveau national. Ça ne remet pas en cause tout ce que vous faites. C'est simplement une perspective un peu dans la même direction que Paul tout à l'heure. Merci, c'était un peu long. Oui, c'est très simple pour te répondre, Jean-Bernard, merci de la question. C'est que nous avons quand même une quinzaine d'adhérents en Espagne. On leur envoie nos magazines en espagnol et on a ces 15-18 adhérents. Alors, la différence des autres pays, je ne me suis pas bien expliqué, c'est que les gouvernements n'aiment pas qu'on parle de torture. Mais ici, en Espagne, ce n'est pas que les gouvernements, c'est tous les médias qui opèrent à Madrid. Quand je dis médias, je parle de télévision, je parle de journaux. Les journaux et les télévisions de Madrid sont très puissantes et ça fait un cercle. Ça fait un cercle l'unité de l'Espagne. L'unité de l'Espagne, c'est traiter le thème basque de la façon à eux, pas de la façon aux droits humains. Alors, c'est plus dangereux, les médias espagnols, que le gouvernement espagnol. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé et si ça a la différence entre d'autres pays peut-être. D'accord. Merci. Oui, je comprends mieux. Merci. Merci beaucoup. À vous. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que une personne aurait une question, une intervention, avant peut-être de clôturer le café? Je vois que Paul, tu as toujours la main levée. Je ne sais pas si c'est pour une nouvelle intervention ou pas. Non, non. Donc, je crois que je garde la main levée de façon tout à fait hasardeuse. Donc, je l'enlève. Non, pas de problème, Paul. C'est juste pour être sûr. Ok, ben, merci beaucoup. Émilie, Auriol, Montserrat, Ignacy, merci beaucoup pour cette présentation on ne peut plus claire. Merci beaucoup, comme l'a dit Jean-Bernard, pour l'éventail des activités que vous portez. Et moi, je peux le voir au niveau de l'implication que vous avez au niveau régional au sein des ACAT d'Europe. C'est vraiment impressionnant. Merci pour tout ce travail fourni. On sait que la fédération et les autres ACAT peuvent compter sur vous. C'était vraiment un plaisir, je pense, pour tout le monde ici d'avoir un aperçu plus en détail dans les cuisines de l'ACAT, comment ça fonctionne et quels sont vos chevaux de bataille hors travail avec les autres ACAT et la fédération. Donc, merci beaucoup pour cette participation. Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être avant qu'on se quitte? Oui, simplement dire, vous remercier aussi à la FIACAT et à toi, Corentin, parce que tu as mis en marche quand même ce café ACAT. Ça a été dur, mais tu les mets en marche et ça fonctionne très bien. Et j'en ai vu quelques-uns, 2 ou 3, et ça m'a plu. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de prendre la parole ici, dans ce café. Merci à vous aussi. Voilà. Au revoir. Merci, Émilie. Montserrat? Merci. Oui, moi aussi, je voudrais vous remercier à vous tous et aussi dire que je suis très d'accord avec ce que Émilie a dit. La torture n'est pas populaire. On a des difficultés à parler de la torture
aux médias et partout. Mais aussi, on a la difficulté de nous présenter comme chrétiens. Aussitôt qu'on dit que la CAT est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, on a beaucoup de difficultés aussi. C'est une difficulté que vous ressentez de plus en plus ou vous avez toujours senti? Oui, avant, ce que dit Montserrat, avant cette difficulté n'existait pas du tout. Nous, comme mouvement chrétien, nous étions complètement accueillis dans des groupes de gauche, parce qu'il y a eu quand même en Espagne une coordinadora contra la tortura, où il y avait 40 groupes qui participaient à cette coordinadora. Nous, en tant que chrétiens, il y a 5 ans, il y a 10 ans, nous n'avions aucune difficulté, aucune, pour se présenter comme nous étions comme chrétiens. Mais maintenant, ça a changé un peu, grâce à un parti politique maintenant c'est plus difficile, comme Montserrat vient de le dire. Voilà. Et de toute manière, je voudrais souligner, je voudrais remarquer qu'en Catalogne, c'est quand même plus facile qu'en Espagne. En Catalogne, évidemment, il y a des difficultés, mais on peut se faire connaître dans les églises, dans les médias, etc. C'est un peu moins pire. Voilà. Ok. Bien. Merci encore, un grand merci à vous. Merci. Et j'en profite pour vous dire au revoir à toutes et tous et vous annoncer qu'il y aura plusieurs cafés à 4 d'ici l'été, avec notamment une présentation de la FIACAT elle-même, un café un peu spécial, de la République démocratique du Congo également en juin, et en juillet de la Suède ou du Burundi. Voilà pour le programme. À très bientôt. Merci. Très bonne soirée. Excellente soirée à toutes et tous. Voilà. Bye. Ciao. Merci. Ciao. Merci, Quentin.